Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire sur TV5 Monde en direct et dans 200 pays avec Ouest France, avec Nice Matin, avec 20 minutes, avec nos partenaires de France Antilles, du Point et de Géostratégie. Aujourd'hui, mon invité, c'est Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé, merci d'être avec nous. Nul l'ignore, vous êtes ancien Premier ministre de ce pays et membre du Conseil constitutionnel. Alain Juppé, 9 sages nommés décident de ce qu'est le droit dans ce pays, face à une opinion publique, face aux Français parfois, qui, dans leur majorité, ne peuvent ne pas être d'accord ou ont le droit de ne pas être d'accord. Est-ce que c'est l'idée qu'on doit se faire d'une démocratie ? La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs, l'indépendance de l'autorité judiciaire et le respect de l'état de droit. Quel est l'office du Conseil constitutionnel ? À quoi servons-nous ? Nous ne faisons pas la loi. C'est le Parlement qui fait la loi. Et très souvent, dans nos décisions, nous rappelons que nous n'avons pas le même pouvoir d'appréciation et de décision que le Parlement. Notre rôle est à la fois beaucoup plus modeste que cela et en même temps très important. Nous vérifions que les lois votées par le Parlement sont conformes à la Constitution. Deuxième remarque, nous ne faisons pas la Constitution. C'est le peuple souverain qui fait la Constitution. Il est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que le souverain, c'est la nation. Et donc, si la nation veut changer la Constitution, nous n'avons rien à y dire. Et nous appliquons à ce moment-là la Constitution nouvelle qui est votée éventuellement par le peuple. Voilà un peu la répartition des choses. Et vous constaterez que tous les régimes autoritaires qui veulent serrer la vis aux libertés fondamentales commencent par s'attaquer aux cours suprêmes et aux cours constitutionnels. C'est un peu pareil partout. Oui, mais sur la loi immigration, sur les retraites, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, à un moment donné, à l'intérieur, vous êtes membre de ce Conseil constitutionnel, d'avoir été une forme de caution du gouvernement, de l'avoir aidé ? Je pense que le gouvernement s'est un peu servi du Conseil constitutionnel, puisque lui-même considérait, et il l'a dit, que certaines dispositions de la loi n'étaient pas conformes à la Constitution. C'est quand même assez paradoxal, et ce qui nous ouvrait la voie. Mais je voudrais insister sur un point. On nous dit, mais en quoi est-ce que le Conseil constitutionnel peut s'opposer à la volonté populaire ? C'est un sujet très important, ça. Qu'est-ce que c'est que la volonté populaire ? C'est la volonté du moment, en tout cas. D'abord, est-ce que le peuple a toujours raison ? Est-ce que le peuple allemand a eu raison de porter Hitler au pouvoir ? Est-ce que le peuple russe a eu raison d'idolâtrer Staline ? Et ainsi de suite. Donc la Constitution, c'est précisément l'ensemble des règles que le peuple se donne à lui-même pour éviter les débordements. C'est une sorte de garde-fou, et c'est cela qu'il faut absolument respecter. On ne gouverne pas à partir des sondages. On a rendu hommage il n'y a pas très longtemps à Robert Badinter. Robert Badinter a fait voter l'abolition de la peine de mort. La majorité du peuple français n'était pas favorable à l'abolition de la peine de mort. Et ce n'est pas les sondages qui ont prévalu sur la volonté populaire qui s'exprime au Parlement aussi. Voilà, je crois, un certain nombre de rappels fondamentaux sur ce que c'est qu'une démocratie. Vous vous souvenez peut-être de ce qui se passait avant 1789, non ? Nous n'étions pas nés. C'était la même personne qui faisait la loi, qui conduisait le gouvernement et qui rendait la justice. C'était le monarque. On a fait une révolution pour arrêter ça, pour séparer les pouvoirs, pour que le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire ne soient pas dans les mêmes mains. Alain Juppé, notre invité, l'ancien Premier ministre, membre du Conseil constitutionnel. Dans un instant, Stéphane Vernet de Ouest France sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet, vous êtes directeur délégué de Ouest France, de la rédaction de Paris. Voilà, et on démarre avec vous, avec évidemment le retour, la panthéonisation de Missak Manouchian. Oui, bonjour Cyril, bonjour Monsieur Juppé. Je voulais savoir si vous aviez suivi évidemment la cérémonie d'hier au Vous y étiez ? Panthéon. Vous y étiez. J'étais au Panthéon. Est-ce que la France a besoin de ce type de moment pour se retrouver, particulièrement en ce moment ? Sans doute sur l'essentiel. Pourquoi est-ce que Manouchian et ses camarades ont donné leur vie pour la France, alors qu'ils n'étaient pas français ? Parce que la France incarnait à leurs yeux une valeur fondamentale qui est la valeur de liberté. Et je crois que c'est très important encore aujourd'hui de manifester notre attachement à cette liberté fondamentale qui caractérise un peu la démocratie française. C'est le sens que le président de la République a voulu donner à cette panthéonisation, comme on dit aujourd'hui. Et puis, j'y étais parce que, dans ma jeunesse, un de mes moments d'émotion les plus forts, c'était d'écouter l'affiche rouge, chantée par Léo Ferré, avec ce texte magnifique d'Aragon.
La semaine dernière, l'hommage à Place Vendôme rendu à Robert Badinter, lors de cet hommage, il a été très clairement dit qu'il était question de faire entrer Robert Badinter au Panthéon, d'inscrire son nom au Panthéon. Dans l'idéal, pour vous, il faudrait le faire sous quelle forme et quand ? Bon, ça, c'est pas mon problème, c'est le président de la République qui décide. Il a manifesté son intention de le faire. Vous savez que tout dépend ensuite de l'accord de la famille. Certaines familles ont refusé, d'autres ont accepté. Je pense que Robert Badinter, c'est un point de vue personnel, il aurait très certainement sa place, parce que c'était un homme qui était un homme de conviction, qui était capable de se mettre fortement en colère pour défendre ses valeurs fondamentales. On s'en souvient de son discours sur l'abolition de la peine de mort. J'ai un autre souvenir plus récent. Je discutais avec lui du recul des valeurs démocratiques sur la scène mondiale. Tout le monde ne partage pas notre vision de la dignité de la personne humaine, de la liberté individuelle, c'est un fait. Et je lui disais, est-ce que nos valeurs sont encore universelles ? Il m'a répondu avec toute la force de sa conviction, elles ne sont plus consensuelles. Les Chinois ne partagent pas, mais elles doivent rester universelles parce que ça, c'est un idéal français. Je pense que c'est aussi un message très fort. Stéphane Vernet, on va tout de suite regarder Chaunu, qui est un dessinateur et un collaborateur de Ouest France. C'est un peu la tradition de cette émission. Alain Juppé, il a une question à vous poser sur forme de dessin. On le regarde. Alain Juppé, bonjour. Vous êtes né dans les Landes et l'édition du Salon de l'Agriculture 2024 risque de se transformer en course landaise sans les boules sur les cornes. Pour Jacques Chirac, vous étiez le meilleur d'entre nous. Vous avez pu être témoin de son immense popularité auprès des agriculteurs. Alors cette année, l'égérie du salon est une vache normande qui s'appelle Oreillette. Ça tombe bien, voici ma question. Emmanuel Macron a-t-il bien entendu la détresse du monde paysan ? Le salon de l'agriculture est un grand moment pour tous les politiques. Je me souviens que Chirac y passait 10-12 heures. Moi-même, en tant que Premier ministre, j'y ai passé beaucoup de temps. Et je me souviens du premier contact que j'avais eu en arrivant à 9h du matin. C'était l'entrecôte proposée par les producteurs de viande bovine. C'est un moment important. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est la sympathie, l'espèce d'osmose entre l'opinion publique et les paysans, et nos paysans, qui sont des gens formidables, qui sont des gens qui évoluent avec leur temps, qui se sont beaucoup modernisés au fil du temps et qui vivent aujourd'hui dans des conditions extraordinairement difficiles. Voilà, alors le président de la République a pris un certain nombre d'initiatives. Comme vous le savez, en tant que membre du Conseil constitutionnel, je ne mêle pas de politique gouvernementale, donc je laisse le soin au président et au Premier ministre de négocier ce qui doit être négocié. Une minute, Stéphane. Et vous pensez qu'il sera bien accueilli quand même ? On verra. En tout cas, moi, je ne suis jamais descendu devant les vachettes landaises dans l'arène. Juste un mot pour terminer sur la Constitution. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de la changer en ce moment. Notamment, il est question d'inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. L'Assemblée a voté pour à la fin du mois. Le Sénat doit se prononcer la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que les deux chambres, cette année, arriveront à un accord sur ce texte ? Je n'en sais rien. Tout dépend, effectivement, vous l'avez dit, du Sénat. Et là-dessus, le Conseil constitutionnel n'a rien à dire. Ce n'est pas nous, je le répète, qui faisons la Constitution. Si le peuple constituant décide de le faire, simplement la Constitution, ça ne se change pas comme ça par un claquement de doigts. Que d'une main tremblante. C'est un texte essentiel. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée d'y mettre des tas de choses. Je crois que plus elle est concise et plus elle va à l'essentiel, mieux ça vaut. Et surtout, pour la changer, il faut une procédure solennelle. Il faut l'accord des deux assemblées. Très lourde. Et puis ensuite, soit le référendum, soit le Congrès avec la majorité des 3/5. C'est la loi des lois, comme l'a dit, je crois, le président du Conseil constitutionnel. La une de Ouest France, Stéphane Vernet. On parle du Salon de l'Agriculture, et de la volonté du gouvernement d'apaiser les tensions avant d'y aller samedi. Eh bien, maintenant, c'est Denis Caro qui vous succède, Stéphane Vernet. Merci pour Ouest France. Denis Caro, directeur des rédactions du groupe Nice Matin, sur ce plateau dans un instant. Bonjour Denis Caro, un état des lieux de la démocratie en France avec des chiffres qu'on ne peut pas imaginer. Eh oui, bonjour Alain Juppé. On entend de plus en plus que notre démocratie est en danger. Pour 68% des Français, elle ne fonctionne pas bien. C'est le résultat d'une enquête du Cevipof qui a été publiée la semaine dernière. Est-ce que ça vous inquiète ? J'ai vu cette enquête qui montre aussi que l'état d'esprit des Français, c'est majoritairement la morosité, la peur, la défiance. On est vraiment face à un peuple aujourd'hui qui n'a pas le moral. Notre démocratie est en crise. Il faut le reconnaître de façon tout à fait objective. Et je vois 3 symptômes à cette crise. D'abord, le taux d'abstention. Quand je m'exprime devant des étudiants, je leur rappelle que
jusqu'à 80% d'entre eux ne vont pas voter lors de certaines élections. C'est un signe inquiétant pour la démocratie. Ensuite, les grands partis du gouvernement sont un peu en capilotade aujourd'hui. Et enfin, ça paraît aussi dans le sondage que vous citiez ou dans l'enquête que vous citiez, l'image des hommes politiques est absolument détestable. Ils paraissent tous comme incompétents. 30% des Français qui ont une bonne image des politiques. Et on ne peut pas continuer à vivre comme cela parce que, comme l'a dit un grand personnage, je crois que c'était Winston Churchill, la démocratie représentative est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Il faut donc revivifier notre démocratie représentative en y mettant une dose supplémentaire de démocratie participative, puisque c'est cela qu'attendent nos concitoyens, c'est d'être davantage consultés. Dans le sondage aussi, ils ont l'impression que les pouvoirs publics ne les écoutent pas. Alors, à partir de là, comment on fait ? C'est extrêmement difficile et comme je ne suis pas au pouvoir, je n'ai pas de recette miracle. Je pense quand même qu'il faut d'abord rapprocher le niveau des décisions du citoyen, c'est-à-dire aller un coup plus loin dans la décentralisation. Ensuite, essayer de convaincre les Français que quand on fait des textes et des lois, on veille à leur application. C'est ce qu'on appelle l'évaluation. On le voit avec la loi Egalim. On va refaire une nouvelle loi Egalim. Est-ce qu'on est capable de faire appliquer la précédente ? Convainquons les Français que quand on décide, on fait les choses. Et enfin, pardon de terminer, l'autre voie de régénération de la démocratie, c'est évidemment de donner la parole directement aux citoyens par le référendum. Est-ce qu'on y arrivera ? On a inventé un bidule qui s'appelle le référendum d'initiative partagée, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, qui a été conçu pour ne pas marcher. Et le résultat est atteint, ça ne marche pas. Et ça marche. Est-ce qu'il faut inventer d'autres formes d'expression démocratique ? On a vu notamment les conventions citoyennes sur le climat, par exemple, qui a permis d'aboutir à des décisions concrètes. Est-ce que c'est une voie intéressante ? C'est une bonne méthode et pour me référer à mon expérience d'élu local, c'est ce que font les élus locaux. Un maire, y compris dans une grande ville, son administration ne marche pas s'il n'est pas au contact direct avec concitoyens, avec des conseils de quartier, des collectifs associatifs, des groupes de travail, des groupes de riverains. Donc il faut trouver le moyen de mieux associer nos citoyens à la préparation des décisions. C'est facile dans une ville, facile. C'est faisable dans une ville. Comment on transpose ça au niveau national ? Il y a des pistes que vous avez évoquées. Je pense qu'il faut aller plus loin dans cette direction. Les avis divergent au sein de l'exécutif sur l'attitude à tenir vis-à-vis du Rassemblement national. Est-ce que vous estimez, vous, qu'il fait partie de l'arc républicain ? Écoutez, Joker, je ne fais plus de politique politicienne. Je vous rappelle simplement quelle a été ma ligne de conduite avec Jacques Chirac. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Nous avons exercé des responsabilités. Nous avons considéré que l'histoire, les références, la culture de l'extrême droite n'étaient pas la nôtre. La défiance des Français vient aussi de la multiplication des affaires concernant les politiques. Est-ce qu'Emmanuel Macron a tort de nommer ou de maintenir des ministres mis en examen ? C'est le cas notamment de Rachida Dati. Écoutez, moi je pense que parmi les principes fondamentaux de la République, il en est un qui est inscrit d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est la présomption d'innocence. Et on se rend compte qu'au terme du processus judiciaire, parfois, certaines personnes mises en examen sont blanchies complètement, alors qu'elles ont subi une longue période d'attente. Donc voilà, moi je ne suis pas choqué par le fait que la présomption d'innocence soit respectée. Une fois que la justice s'est prononcée, il faut évidemment en tirer toutes les conséquences. Sur un autre sujet, la maire écologiste de Poitiers, Léonore Monconduit, est enceinte. Elle va perdre ses indemnités. Est-ce que c'est acceptable en France en 2024 et est-ce qu'il faut faire évoluer le statut de l'élu et du maire ? Est-ce que le statut de l'élu, question complémentaire, est suffisant aujourd'hui ? Grand serpent de mer. Oui. Depuis que je suis élu, c'est-à-dire que j'ai été élu 25 ans, j'entends parler d'un statut de l'élu. Il faut un statut de l'élu, effectivement, la question de la retraite, la question du chômage, le cas échéant, lorsqu'on est battu, la question aussi tabou, complètement tabou, de la rémunération des élus. Oui. Un maire... Vous avez vu le tollé quand Gérard Larcher a voulu augmenter de 700 € les frais des sénateurs pour les... C'est peut-être pas les sénateurs qui sont prétextant les Jeux Olympiques. Et les maires sont très peu rémunérés pour certains, notamment des petites communes. Le maire d'une petite commune, il est quasiment bénévole. Hein. Je crois qu'une mesure a été prise qui ne concerne pas les élus, mais qui est positive pour les secrétaires de mairie d'une petite commune, qu'on a de plus en plus de mal à trouver. En général, ce sont des gens à la retraite, etc., alors qu'ils font fonctionner les choses. Donc la démocratie a un prix et un coût, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans le statut de l'élu, y compris en ce qui concerne les congés maladie. Est-ce qu'on y arrivera ? Dès qu'on parle de rémunération des élus, immédiatement, la démagogie anti-parlementaire et anti-politique joue. On dit de quoi se plaignent-ils ?
La une de Nice Matin, Denis Caro. La une de Nice Matin, prudence sur les pistes avec la sécurité dans les stations de sport d'hiver après la mort la semaine dernière d'une skieuse dans un accident à Isola 2000. Cyril Boutier, qui est directeur éditorial de France Antilles, notre partenaire dans cette émission, a une question à vous poser depuis Fort-de-France. On l'écoute, Alain Juppé. Bonjour Alain Juppé. Dans les mois à venir, plusieurs révisions constitutionnelles sont envisagées. Parmi celles-ci, les élus des Outre-mer, mais notamment des Antilles et de la Guyane, espèrent bien pouvoir bénéficier d'une adaptation du texte, adaptation qui leur permettrait d'avoir davantage de marge de manœuvre pour adapter les textes à nos territoires. Pensez-vous que ces adaptations soient utiles et fassent partie des priorités pour le développement de nos territoires ? Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas entrer dans le débat politique, et Dieu sait si aujourd'hui la question du statut de la Nouvelle-Calédonie est une question politique. Donc les discussions sont en cours, j'espère qu'elles aboutiront. La seule chose que je peux dire, c'est que je suis, en ce qui me concerne, et ça c'est une tradition chiracienne, très attaché à nos territoires d'outre-mer, qui sont partie intégrante de notre communauté nationale et qui contribuent de manière déterminante au rayonnement de la France. Deuxième réflexion, qu'on leur accorde, compte tenu de la spécificité de leur insularité ou de leur éloignement, des statuts particuliers, ça va de soi. Et d'ailleurs, la Constitution a déjà été modifiée en ce sens pour reconnaître l'autonomie d'un certain nombre de nos territoires ou de collectivités d'outre-mer. Donc j'espère qu'on trouvera des solutions, en particulier pour la Nouvelle-Calédonie, pour la Corse et pour d'autres territoires. C'est Alain Juppé qui est avec nous ce matin dans Face au territoire, l'ancien Premier ministre et membre du Conseil constitutionnel. Merci Denis Caro, qui dirige les rédactions du groupe Nice Matin. Dans un instant, Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction du Point, est avec nous. Je ne skie plus sur les pistes. Et Alain Juppé disait à Denis Caro, pendant la virgule que vous avez entendue, je ne skie plus moi-même. Vous ne skiez plus? Non, parce que d'abord j'ai une prothèse du genou et ensuite parce que j'ai peur sur les pistes maintenant, avec le temps. Mais vous êtes en bonne forme physique, Alain Juppé? J'espère, en tout cas. Et puis de toute façon, j'ai passé un week-end à la montagne, j'étais dans des prairies très vertes. Il n'y avait pas beaucoup de neige. Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction du Point. Bonjour. Bonjour, monsieur Juppé. C'est un sujet, le réchauffement climatique, on le voit effectivement avec la saison de ski où on a des montagnes vertes et des bandes de neige, des bandes de pistes blanches, très peu de neige quand même. On mesure concrètement les effets du réchauffement. C'est un sujet qui vous préoccupe? C'est un sujet majeur dans les grands défis qui sont devant nous pour les 20. Vous avez été ministre de l'écologie, hein? Très brièvement. J'ai été le moins durable des ministres du développement durable. Mais enfin, j'y croyais, j'y crois toujours. Je crois que c'est un défi absolument formidable. Non seulement le réchauffement climatique, je dirais le changement climatique, mais aussi le recul de la biodiversité, le problème des déchets, des pollutions, etc. C'est quelque chose à quoi il faut s'attaquer. Je voudrais faire juste une remarque juridique, c'est que le Conseil constitutionnel, comme beaucoup d'autres cours constitutionnels, a intégré cette dimension et nous rendons des jugements en appréciant si la loi votée aujourd'hui prend bien en compte les besoins des générations futures. Donc nous essayons de nous projeter sur l'avenir pour intégrer tout cela. Donc c'est un sujet majeur. Et justement, globalement, les lois, elles sont à la mesure des enjeux, les positions qui sont prises, les mesures qui sont prises? Évidemment non, il faut accélérer. On voit bien que les choses vont dans la bonne direction, en particulier en Europe et en France, mais il faut aller plus loin, avec quand même une difficulté. On le voit aujourd'hui avec la question agricole. Je parlais des besoins des générations futures. Mais il faut que ce soit acceptable pour la génération actuelle. Donc il faut aussi un accompagnement qui rende ces mesures nécessaires acceptables par ceux auxquels elles s'appliquent. Et c'est un art de gouverner assez difficile. Un autre sujet sur lequel l'art de gouverner est difficile, c'est Mayotte. Aujourd'hui, l'île est complètement bloquée. On parle d'une dérive à la Haïti sur l'île de Mayotte. La situation est-elle en passe de devenir intenable? Comment analysez-vous la situation à Mayotte? J'étais à Mayotte en 2016 dans le cadre de ma campagne pour la primaire et au retour de mon voyage, j'ai écrit une lettre au Premier ministre de l'époque qui s'appelait Manuel Valls. Et je lui dis, on est sur un volcan. Ça va exploser. 2016. Et les choses ne se sont pas améliorées. À partir de là, vous comprendrez que je m'abstienne de tout conseil au gouvernement. Que pensez-vous de la solution de mettre un terme au droit du sol à Mayotte? Et justement, Manuel Valls a pris position sur ce sujet, sur un plan constitutionnel. Si cette décision était prise, elle viendrait devant le Conseil constitutionnel. Oui. Donc vous imaginez que je ne vais pas vous dire aujourd'hui ce que le Conseil constitutionnel dirait. Je vous reporte simplement sur le passé. Nous avons accepté une loi qui modifiait déjà le droit du sol en Mayotte, puisque désormais, il faut que l'un des deux parents soit en situation régulière sur le territoire national depuis au moins 3 mois. Donc là aussi, en tenant compte
spécificité de Mayotte, de l'insularité, de la proximité de l'archipel des Comores, il y a des possibilités d'adaptation, mais je n'irai pas au-delà en attendant que nous soyons éventuellement saisis d'une loi. Vous ne pouvez pas nous dire néanmoins l'argument de dire ça pourrait mettre en péril la cohérence territoriale de notre territoire. Vous ne pouvez pas prendre position Je sur ne ce veux pas sujet. préjuger de ce que serait la décision du Conseil constitutionnel. Sur le sujet de l'immigration, sur lequel vous avez dû du coup vous positionner en tant que membre du Conseil constitutionnel, comment analysez-vous l'opinion publique française sur ce sujet, qu'elle pense. à la fois en métropole et puis sur le sujet de Mayotte? Je comprends la position de l'opinion publique qui est celle de tous les pays européens et pas spécifiquement la question de la France. Et donc il est évident que nous devons mieux maîtriser les flux migratoires. Mais la remarque que je ferai, et il ne s'agit pas de botter en touche pour moi, c'est que nous nous attaquons aux effets et pas aux causes. Pourquoi y a-t-il des flux migratoires de cette intensité et qui vont encore s'accroître? Parce que les jeunes Africains qui, chez eux, n'ont pas de boulot et vivent dans la misère, rien ne les dissuadera de traverser le Sahara ou ensuite la Méditerranée pour venir vers l'Eldorado européen. Il faut donc s'attaquer sérieusement Alors à la que source du faire problème par un véritable partenariat entre l'Europe et l'Afrique pour investir. Mais vous savez que c'est aussi une arme politique, l'immigration, pour certains pays africains. C'est une façon de peser sur les États européens. Eh bien, c'est une bonne raison pour nous de peser vis-à-vis d'eux en leur disant « nous allons participer à votre développement pour garder chez vous cette jeunesse ». Parce que même s'ils encouragent les flux migratoires, ils sont en train de se priver de leur capital d'avenir, qui est celui de leur jeunesse. La une du Point, Armelle Le Goff. La une du Point, c'est Français au service de Moscou, journalistes, hauts fonctionnaires, politiques. On publie les extraits d'un livre de Vincent Jevert. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Vous avez une observation à faire C'est un là-dessus? sujet, je dirais simplement que quelque chose que je combats tout à fait, c'est une petite musique qu'on entend en France selon laquelle nous serions, nous occidentaux, nous Européens, responsables de l'agressivité de Poutine à l'égard de l'Europe. Parce que nous l'aurions menacé, encerclé par l'OTAN. Cette thèse est totalement fausse et sans fondement. Je peux porter témoignage. J'ai été ministre de la Défense en novembre 2010 au sommet de l'OTAN de Lisbonne et j'ai vu arriver bras dessus, malgré les différences de taille, Obama, Sarkozy et Medvedev. Et nous avions proposé à l'époque à la Russie de l'associer au bouclier antimissile européen. Et Medvedev n'avait pas dit non. Donc vous voyez qu'on a tout fait pour associer la Russie et que nous ne sommes pas responsables de la dérive d'une forme de retour à l'URSS soviétique. Et là, la situation sur le front ukrainien vous inquiète? Bien sûr, nous devons soutenir l'Ukraine, car si Poutine gagne, les conséquences seraient pour l'Europe tout à fait majeures. Vous avez compris que un c'était mot fini. Armelle Le Goff, limité. directrice adjointe de la rédaction du Point. Merci infiniment. Dans un instant, Tom Benoît du magazine Géostratégie sur ce plateau. Bonjour Tom Benoît. Avant de vous laisser Alain Juppé dans un instant, Alain Juppé, on parle d'une succession de Laurent Fabius, qui est actuel président du Conseil constitutionnel. Ça vous intéresserait de lui succéder comme président du Conseil Imaginez constitutionnel? que je vais me positionner aujourd'hui. Oui, pourquoi pas? Non, Laurent Fabius est un très bon président du Conseil constitutionnel. Je m'entends très bien avec lui. Donc On pourrait vous le proposer? Ça il pourrait vous être Je n'en sais proposé? rien. Et en tout cas, je ne suis pas candidat. Moi, je sais très bien où je suis. Tom Benoît, Géostratégie. Bonjour Dette Cyril publique. Villiers, bonjour Alain Juppé. Alors nous avons 100 milliards de déficit commercial en France. J'ai une question précise, vous qui avez été Premier ministre de la France. Aujourd'hui en 2024, sur quel secteur d'activité, au pluriel, repose l'économie française? Vaste question à laquelle il est difficile de répondre en En 3 5 phrases. minutes. Je crois que l'un des thèmes qui est sur la table, l'un des objectifs qui est sur la table, c'est de réindustrialiser la France parce que nous avons pris évidemment beaucoup de retard dans certains secteurs industriels. L'économie française est devenue une économie de services. Ce qui est bien, en un sens. Essentiellement. Les services, ça compte et c'est lourd. Et ce sont souvent des services aux entreprises, pas simplement des services aux ménages. Mais nous avons négligé, c'est vrai, certains secteurs de production industrielle. Alors, et nous devons y réinvestir. Le gouvernement nous dit pour autant qu'il faut internationaliser l'économie française. Mais on a le sentiment qu'elle est déjà internationalisée, Bien sûr cette qu'elle est économie. internationalisée. Heureusement qu'elle est internationalisée. Parce que cette idée... J'aime pas beaucoup le mot de souveraineté économique. Je trouve que ça ne veut rien dire. Pourquoi ? Parce que ça n'existe pas. La souveraineté, ça consiste à pouvoir se passer des autres. Oui. On peut se passer des autres.
Évidemment non. Il faut une autonomie, il faut reconquérir une marge de manœuvre nationale, mais dans le cadre d'un monde qui reste ouvert. Et d'ailleurs, les Français, c'est très intéressant, sur le plan économique, dans le sondage qui a été évoqué tout à l'heure, ne sont pas favorables à ce qu'on ferme les frontières. Ils sont tout à fait conscients que l'ouverture au monde est pour nous quelque chose de très important. Sur le sujet purement économique, vous ne pensez pas que l'un des fleurons, l'une des ambitions françaises avec EDF, notamment, était de pouvoir se passer des autres ? Par exemple, pas du tout. Au contraire, on s'est tellement peu passé des autres qu'on leur vendait notre électricité. Donc on en a besoin aussi. Non, cette idée de se passer des autres n'a pas de sens. Nous sommes solidaires du marché européen. Que nous ayons une marge de manœuvre, bien sûr, que nous produisions en France des médicaments sans être obligés de les importer et de nous trouver devant il y a des pénuries de médicaments aujourd'hui. Mais dans la solidarité, n'imaginons pas que nous allons fermer nos frontières économiques et nous avons besoin de consommer français en matière alimentaire. Mais nous avons besoin aussi de vendre nos produits. Si demain nous fermons les frontières, que vont faire les viticulteurs du Bordelais en particulier, auxquels je suis attaché, ou les producteurs de cognac? Donc vous voyez qu'on est gagnant-gagnant dans l'ouverture des marchés. Qu'est-ce qui fait très concrètement aujourd'hui que ça ne marche pas et que l'Europe n'est plus dans la course? En PIB, les pays de l'eurozone représentaient 21% en 1999, ils représentent 13% aujourd'hui en produit intérieur brut. Pour les Américains, c'est un petit peu différent, ils représentaient 29%, ils représentent aujourd'hui 25%. Et quant à la France, 4,76 à l'époque, 2,75 aujourd'hui. Pourquoi les pays de l'eurozone ne sont plus dans la course? C'est une évidence absolue. Vous avez en tête que la Chine existe, que l'Inde existe. Mais pourquoi tout simplement, est-ce que ça n'a pas fait autant de mal aux États-Unis? Nous ne sommes plus le centre du monde, il faut se mettre ça dans la tête. Et ce recul relatif de l'Europe, il s'explique naturellement par la montée de nouvelles puissances économiques, et ça n'est pas fini. L'Inde va devenir peut-être la première, peut-être pas la première, mais une grande puissance économique, et démographiquement, elle est en train de passer devant la Chine. Donc il est normal que les choses se rééquilibrent. Ce qui ne veut pas dire que nous n'existons plus sur le plan international. Alors, une question. L'Union européenne reste un des principaux acteurs commerciaux sur la scène mondiale. Donc une question qui est corollaire à ce que vous dites. Bruno Le Maire a déclaré que nous aurons 284 milliards de levées sur les marchés obligataires pour l'année 2024. Qui sont les pays qui achètent de la dette publique française aujourd'hui? La Chine essentiellement, l'Inde. Il continue. D'ailleurs, vous apportez la démonstration qu'on n'est pas tout seul au monde et qu'on a besoin des autres. Mais pourquoi vont-ils continuer à acheter nos titres obligataires? Je n'aimerais pas être à la place de Bruno Le Maire, c'est effectivement de maîtriser nos déficits publics et notre endettement. C'est là qu'est le véritable mur devant lequel nous sommes aujourd'hui et qui va demander des décisions économiques. Ce que vous êtes en train de dire, pour ainsi dire, c'est que les pays du Sud global qui achètent encore de la dette européenne et de la dette française ne le feront peut-être plus durant les années à venir. Bien sûr, s'ils n'ont plus confiance en nous, si nous ne sommes pas capables de rétablir nos équilibres fondamentaux et de donner des perspectives d'avenir, eh bien naturellement, nous aurons du mal à emprunter. C'est là que la menace principale se trouve. Bien sûr. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et la grande spécificité d'ailleurs de notre dette, c'est que c'est une dette qui est financée par l'étranger. Alors que dans d'autres pays comme le Japon, la dette nationale est financée par les Japonais eux-mêmes. Absolument, à 90%. Nous avons une mine considérable en France qui est l'épargne des Français, qui se chiffre par plusieurs centaines de milliards. Vous avez le bon chiffre. Donc c'est peut-être cette dette, cette épargne-là qu'il faut mobiliser pour non pas payer nos fonctionnaires, mais pour investir dans les dépenses d'avenir, en particulier sur le changement climatique ou sur les technologies d'avenir. La une de Géostratégie, magazine Tom Benoît, des éditions La Fond Presse. Israël-Palestine, le choc des civilisations et des réflexions également de l'ancien gouverneur du FMI, Jacques Delarosière, qui a 95 ans et qui a été reçu d'ailleurs très récemment à un sommet de la Banque Centrale Européenne en Allemagne. Alain Juppé, quand vous étiez Premier ministre, les questions évidemment Israël-Palestine existaient déjà. Années, existaient déjà. Vous pensez qu'il pourra y avoir un jour une solution? Qu'il pourrait y avoir une solution. À quoi? À ce conflit. Par le biais de l'ONU, par exemple. Israélo-palestinien. Mais vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, que l'ONU est hors jeu. Nous sommes dans un monde où le multilatéralisme est paralysé. L'ONU est hors jeu pour vous. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est bloqué par le jeu des vétos des membres permanents et où les décisions de l'Assemblée générale, qui n'ont pas de force contraignante, ne sont considérées comme obligatoire par personne. Donc nous avons petit à petit laissé se démanteler ce système qui avait été construit après la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est un grand sujet de préoccupation. Comment
mettre un terme à cette fragmentation du monde et reconstruire un système multilatéral. Je pense que ça va demander beaucoup d'imagination, beaucoup de détermination et beaucoup de courage de la part des pays européens en particulier. Je voudrais simplement terminer sur ce point. Je parlais de souveraineté, je parlais des défis qui sont devant nous, je parlais de la nécessité de les aborder ensemble. Nous avons un rendez-vous très important, et je sortirai peut-être un tout petit peu de mon devoir de réserve dans quelques mois. Si l'élection européenne donne lieu à une surenchère de dénigrement contre Bruxelles, alors nous aurons fortement régressé. Il faut au contraire réunir les conditions pour que l'Europe puisse aller un coup plus loin, notamment dans sa sécurité. Imaginons que Poutine gagne en Ukraine, c'est pas impossible. Que Trump soit élu en Amérique, c'est pas impossible. Quid de la sécurité européenne? Alain Juppé, notre invité ce matin dans un instant. Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde, ça tombe bien. Merci Tom Benoît de Géostratégie. Bonjour Demet Korkmaz, merci d'être avec nous. La Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice examine en ce moment la légalité de l'occupation des territoires palestiniens par Israël. Les Palestiniens estiment que la politique d'Israël s'apparente à un système d'apartheid. Quelle est votre appréciation sur ce terme ? Là encore, je ne veux pas entrer dans le débat politique, je dirais simplement deux choses. La première, c'est que l'agression dont Israël a été victime de la part du Hamas est insoutenable, inacceptable, sauvage et barbare. Et deuxième chose, il était normal dans ces conditions qu'Israël assure sa sécurité et réagisse. Troisièmement, cette réaction aujourd'hui, tout le monde le dit, tout le monde le pense, même quand on ne le dit pas, la réaction est disproportionnée. Et il faut donc absolument sortir de la logique actuelle, qui est une logique de très court terme, pour essayer d'envisager le jour d'après et essayer de construire une solution. Ça, c'est ce que dit Dominique de Villepin. Pardon ? C'est ce que dit votre ancien directeur de cabinet, Dominique de Villepin. Dit souvent des choses très, très pertinentes, peut-être pas toujours dans les mêmes termes que moi. Mais Chacun a son tempérament. La CIJ examine la légalité de l'occupation, pas du tout l'offensive qui est menée en ce moment par Israël. Mais la France et la Belgique se sont exprimées. Je rappelle qu'il y a une cinquantaine de pays qui délivrent leurs observations. La France et la Belgique reconnaissent sans ambiguïté le caractère discriminatoire de l'occupation israélienne. Aujourd'hui, est-ce que cette position juridique doit se traduire en actes politiques avec des décisions ? C'est la responsabilité du gouvernement français et de notre diplomatie de répondre à cette question, ce n'est pas la mienne. Alors, on constate également au cours de ces audiences une fracture entre les pays du Sud qui emploient des mots très forts et des pays occidentaux qui paraissent plus gênés aux entournures, ne qualifient pas véritablement. Est-ce que vous pensez que cette crise israélo-palestinienne enfonce un peu plus cette fracture entre l'Occident et les pays du Sud? Sûrement. Et certes, en matière de géopolitique, les forces et les phénomènes économiques jouent un très grand rôle, on vient de le voir tout à l'heure, mais je pense que les dimensions idéologiques est très importante aussi. Et nous assistons aujourd'hui à un véritable affrontement idéologique entre l'Occident, qui n'est plus le centre du monde, et je réponds encore à la question sur le poids respectif de nos économies. Nous ne sommes plus le centre du monde et même nos valeurs ne sont plus universellement reconnues. Et d'autre part, ce qu'on appelle le Sud global. Mais ces pays du Sud se réclament des conventions internationales et du droit international pour qu'elles soient respectées. Est-ce que vous parliez tout à l'heure de la crise de la démocratie en France? Est-ce que le droit international est aussi en crise? Bien sûr qu'il est en crise. La première violation du droit international, c'est l'agression de Poutine contre l'Ukraine. Et autant que je sache, la Russie fait partie, entre guillemets, du Sud global. Donc tout ça est extrêmement compliqué. Essayons de ne pas faire le procès des uns contre les autres. Le Sud global, c'est un ensemble de pays très hétérogènes. Il n'y a pas grand-chose à voir entre le Brésil et l'Indonésie, par exemple, mais qui est soudé par une seule idée, c'est le rejet de l'Occident. Et ça, c'est un défi qui est devant nous. Comment allons-nous réagir à cette confrontation d'idées? Il y a deux solutions. La première, c'est de baisser les bras, en disant, voilà, nous ne représentons plus une vision majoritaire. La deuxième, c'est de dire, OK, nous ne sommes plus le centre du monde, mais nous croyons à nos valeurs et nous les défendons. Nous les défendons non pas par la force en essayant d'aller les imposer aux autres, mais par la valeur d'exemplarité. Où est-ce que les jeunes Africains, je reviens à cela tout à l'heure, s'ils étaient libres d'aller s'installer quelque part, rêvent d'aller s'installer aujourd'hui? Il y a des enquêtes qui le montrent.
C'est pas en Chine, c'est pas en Russie, c'est en Europe. Et donc, Et en Allemagne de plus en plus. et en Allemagne, et même en France, en Europe en général. Pourquoi ? Parce que c'est la liberté. Donc ne renonçons pas à défendre cette valeur fondamentale. Moi, dans mon livre, je le dis, ce qui m'a animé tout au long de ma vie politique et ce que j'ai trouvé dans Une histoire française. Dans mes grands penseurs, Montesquieu, Tocqueville, Raymond Aron, c'est l'amour de la liberté. Merci Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction internationale de TV5 Monde. Alain Juppé, vous étiez maire de Bordeaux jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à votre entrée au Conseil constitutionnel. Floréal Hernandez, qui est rédacteur en chef de 20 minutes, partenaire de cette émission également, a une question à vous poser sur ce sujet. On l'écoute. Alain Juppé, bonjour. Propreté, circulation compliquée, rénovation thermique de bâtiments. Comment jugez-vous les 4 premières années de mandat de Pierre Urmic à la mairie de Bordeaux ? Joker. Et avez-vous des bons rapports avec lui ? Alors, avez-vous des bons rapports avec Je lui ? me garderai bien. Moi, j'ai été maire pendant 24 ans. Je crois qu'il y a un consensus pour dire que la ville s'est complètement transformée, pas simplement par le ravalement des façades, mais aussi par la construction d'un réseau de tramway qui est devenu une référence et qui marche formidablement bien, mais aussi par la réconciliation de la ville avec son fleuve. Les quais de la Garonne sont devenus des lieux de convivialité quasiment quotidienne. Donc voilà, la ville a changé, la ville s'est embellie, la ville est devenue plus attractive et plus agréable à vivre. C'est pour moi un sujet de fierté parce que je pense y avoir contribué avec mes équipes. Depuis, une nouvelle équipe est en place, je n'ai pas de jugement. Vous allez à Bordeaux régulièrement ? Je vais à Bordeaux de temps en temps et je rencontre le maire avec qui j'ai des relations courtoises. Et quand vous y allez, vous êtes bien accueilli par les gens ? Parce qu'il y a eu ce sentiment à un moment donné que vous les aviez abandonnés en partant au Conseil constitutionnel. Écoutez, j'étais décidé à ne pas faire ce qu'avait fait Chaban, c'est-à-dire le mandat de trop. J'étais maire pratiquement pendant 25 ans, 24. J'allais avoir 75 ans, donc je m'étais dit j'arrête. J'ai arrêté un an plus tôt parce qu'on m'a proposé d'entrer au Conseil constitutionnel, mais c'était l'objectif que je m'étais fixé à moi-même. Donc je n'ai abandonné personne. Simplement, quand je vais à Bordeaux, ce qui me fait chaud au cœur, c'est de rencontrer des Bordelais qui me disent « vous nous manquez ». Et je leur réponds « vous aussi ». Alain Juppé, est-ce que cet échec aux primaires de la présidentielle n'a pas beaucoup joué dans la suite de votre vie, vos décisions de quitter Bordeaux ? Est-ce que ça a été un choc personnel ? Évidemment, si j'avais gagné, je serais président de la République. Donc, ça a tout changé. Non, j'ai fait cette candidature parce qu'elle était dans la logique de ma vie politique, que j'avais occupé à peu près toutes les fonctions de la République, sauf celle-là. Donc, je garde un très bon souvenir de cette primaire parce que ça m'a permis de sillonner la France, tous ces départements métropolitains, mais aussi tous ces territoires d'outre-mer, et d'avoir des contacts très, très riches, très sympathiques, très directs avec la population française. Bon, j'ai pas gagné, c'est ainsi. Je n'en veux à personne. Et vous avez observé peut-être dans mon livre que je ne dis du mal de quasiment personne, ce qui est assez original dans un livre politique. Est-ce que vous pourriez dire du mal de Gabriel Attal, qui est Premier ministre, qui vous succède à Matignon après ni du bien ni du mal, puisque je suis 34 ans. Ni du bien ni du mal. C'était une j'ai bonne prêté idée. serment de neutralité et d'impartialité. C'est bien d'être Premier. On peut être Premier ministre à 34 ans. Vive la jeunesse, oui. Enfin, on peut. Vous qui avez expérience de ce poste. La preuve. Non, il n'a pas encore fait la preuve, lui. Enfin, sauf qu'il l'est. Voilà, donc est-ce qu'on peut l'être ? Oui, il l'est. Est-ce que vous vous considérez, vous les avez bien connus à l'origine de la Ve République, comme un baron aujourd'hui? Vous vous rappelez les barons du Gaullisme, Jacques Chaban-Delmas, Maurice Murville, Roger Frey, Olivier Guichard. Est-ce que vous êtes dans un rôle, au fond, de baron, vous-même, vous qui avez bien connu cette Ve République? Je ne me sens pas du tout baron, et je m'exprime, comme vous l'avez pu l'observer, assez rarement. J'ai encore quelques contacts avec mes amis politiques, mais je ne suis plus membre du parti dont j'ai été un peu l'initiateur dans l'ancien temps. Donc voilà, j'ai pris du recul avec la vie politique. Ce que je fais au Conseil constitutionnel est passionnant. Ça demande beaucoup de travail parce qu'on est amené à aborder des questions d'une très grande diversité et ça demande un investissement intellectuel personnel. Et puis je pense que c'est utile. Le Conseil constitutionnel qui, à l'origine, quand le général de Gaulle a voulu l'inscrire dans nos institutions, était là pour surveiller le partage des responsabilités entre le gouvernement et le Parlement, est devenu une institution assez différente. Aujourd'hui, il est le garant des droits et libertés fondamentales des citoyens. Et ça, je crois que c'est très important. Nous avons la chance, en France, de vivre dans un pays de liberté, où les libertés et les droits fondamentaux sont respectés, en particulier grâce au rôle de la justice constitutionnelle. Vous êtes devenu un peu plus pessimiste pour la France. Je m'efforce de dire aux jeunes gens et aux jeunes filles devant qui je m'exprime, souvent dans les universités, que ce n'était pas mieux avant.
Le XXe siècle a été un siècle terrible. Je ne vais pas vous faire le récit de tout ce qui s'y est passé. Je ne dissimule pas les défis qui sont devant nous. Le défi du changement climatique, le défi migratoire, le défi technologique, le défi idéologique. Mais je leur dis, gardez confiance. Gardez confiance en vous-même et cultivez cette petite vertu un peu difficile qui s'appelle la vertu de l'espérance. Alain Juppé, merci d'avoir été notre invité, ancien Premier ministre, membre du Conseil constitutionnel, qui va avoir beaucoup de travail dans les semaines qui viennent. Merci à vous. Et on se retrouve évidemment jeudi prochain sur ce plateau, Face au territoire, sur TV5 Monde. C'est Michel Onfray qui sera notre invité. Au revoir à tous et bonne fin de journée.